47 000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures. La situation épidémique s'aggrave en France. Le gouvernement intensifie la campagne de rappel vaccinal. Il est inutile d'interdire aux populations de voyager pour éviter la propagation d'Omicron, affirme l'OMS. Le variant était déjà présent en Europe avant son identification en Afrique du Sud. Le sida reste une pandémie, alertent les Nations Unies, alors que ce mercredi marque la journée internationale de lutte contre la maladie. La situation épidémique continue de s'aggraver en France avec plus de 47 000 nouveaux cas enregistrés ce mardi en 24 heures et une moyenne de 30 000 nouvelles contaminations recensées chaque jour sur une semaine. À ce rythme, le pays pourrait se rapprocher rapidement des niveaux épidémiques atteints actuellement en Allemagne et au Royaume-Uni. Mais le gouvernement français se veut aussi rassurant. La couverture vaccinale actuelle de la population, de l'ordre de 88%, devrait permettre d'éviter un très grand nombre de cas graves et de décès, comme lors des vagues précédentes. C'est que la vaccination fait que pour un nombre de contaminations donné, il y a beaucoup moins de cas graves, beaucoup moins d'hospitalisations, de réanimations et de décès. C'est ce qui protège actuellement notre pays, parce qu'avec le nombre de contaminations que nous déplorons aujourd'hui, nos hôpitaux seraient déjà dans une situation de débordement ou presque si nous n'avions pas cette protection collective. La situation dans les hôpitaux continue toutefois de se tendre avec une augmentation de cas graves. 1700 malades sont actuellement en soins intensifs dans les services de réanimation. Dans ce contexte, Paris intensifie la campagne de rappel vaccinal. Tous les adultes peuvent désormais se faire administrer leur 3e dose à condition d'attendre 5 mois après leur dernier vaccin. En revanche, leur passe sanitaire sera désactivé si le délai de 7 mois est dépassé. L'autre inquiétude concerne le nouveau variant sud-africain Omicron, déjà détecté en France sur un homme à La Réunion, de retour d'un voyage en Afrique australe. Les experts ignorent à ce stade si les vaccins sont efficaces contre ce nouveau variant, jugé très contagieux. Malgré les restrictions sur les voyages en provenance d'Afrique australe, Omicron, le nouveau variant du Covid-19, a déjà été identifié dans une vingtaine de pays. De fait, Omicron, variant a priori très contagieux, aurait commencé à se propager dans le monde près d'une semaine avant la signalisation officielle des scientifiques d'Afrique du Sud. Ce mardi, les autorités sanitaires néerlandaises ont confirmé que cette souche était déjà présente aux Pays-Bas le 19 novembre, une des 2 personnes positives n'ayant pas voyagé récemment. D'ailleurs, l'OMS a jugé inutiles les interdictions de voyage et prône d'autres mesures. Nous devons utiliser les mesures que nous savons efficaces. Le port du masque, chaque fois que c'est possible et conseillé tant que vous êtes dans une pièce avec plus d'une personne. Il faut aérer les pièces aussi souvent que possible et maintenir une hygiène normale des mains et du corps et surtout de la bouche dans ces circonstances. Pour contrer la 5e vague épidémique, Omicron ou pas, les gouvernements s'efforcent de renforcer leur programme de vaccination. La 3e dose est la solution avancée dans l'Union européenne. Au Royaume-Uni, par exemple, le Premier ministre Boris Johnson s'est donné comme objectif de vacciner tous les adultes d'ici à la fin janvier. D'autres pays, comme l'Autriche, qui a étendu à 20 jours la période de confinement national, a rendu la vaccination obligatoire pour tous les adultes à partir du 1er février. En Grèce, les plus de 60 ans devront tous être vaccinés contre le virus à partir du 16 janvier, sous peine de se voir infliger une amende. Mais l'identification du nouveau variant Omicron suscite des inquiétudes quant à l'efficacité des vaccins. Même le dirigeant de Moderna s'est montré pessimiste, affirmant qu'il y aura une baisse significative de l'efficacité des vaccins actuels. Malgré la 5e vague de Covid-19, pour la première fois depuis le début de la pandémie, 84 ministres et vice-ministres du tourisme et 1 millier de délégués venus de 135 pays assistent à la 24e Assemblée générale en présentiel de l'Organisation mondiale du tourisme des Nations Unies. L'OMT doit approuver entre autres un code juridique visant à sécuriser les voyageurs bloqués aux frontières. Ce code permettra de donner des garanties à toutes ces personnes qui, face à la fermeture généralisée des frontières, peuvent se retrouver bloquées dans un autre pays, de leur donner des garanties quant à l'assistance de base qu'elles recevront. Quel type d'assistance, dans quelles conditions, qui est responsable de la fourniture de cette assistance de base? Est-ce le gouvernement, les entreprises? Et comment ils se coordonnent entre eux pour garantir que ces touristes ne se retrouvent pas dans une situation précaire? Le tourisme durable, éco-responsable, la numérisation du secteur, en bref, les nouvelles tendances prisées par les voyageurs seront abordées. Et c'est ce qu'attend la vice-ministre grecque du tourisme.
Il sera très intéressant pour nous de découvrir ici même à l'Assemblée générale quelles sont les nouvelles tendances des hôtes, des voyageurs, ce qu'ils veulent faire après la pandémie. Veulent-ils un tourisme plus lent, plus écolo? Ce que nous voyons, c'est qu'ils veulent explorer la nature, éviter les foules. Donc, les investisseurs et nous, les États, devons prendre en compte ces nouvelles tendances et élaborer des politiques compétentes en conséquence. Les pays ne cessent de repenser la manière d'assurer un tourisme qui préserve la biodiversité sur la base du développement économique et social. Le tourisme durable sera le principal sujet abordé à Madrid. La durabilité, la solidarité, l'inclusion, non seulement sociale mais aussi économique, culturelle et environnementale. La pandémie nous montre l'empreinte profonde du tourisme et la chaîne de valeur incroyablement large qu'il induit. La pandémie a renforcé le message que nous avons toujours promu. L'OMT assure que la fermeture des frontières et l'annulation des vols en provenance d'Afrique australe qui pourraient faire dérailler les attentes de reprise du tourisme pour l'année prochaine ne sont pas la solution. Les décisions unilatérales ne fonctionnent pas, il faut prendre des mesures conjointes et solidaires, disent-ils, pour faire face aux nouveaux variants. Madrid. Plusieurs vaccins contre le Covid-19 ont été trouvés en quelques mois, aucun contre le sida après des années de recherche. Ce mercredi marque la journée de lutte contre cette maladie qui a tué encore 680 000 personnes en 2020 et les courbes des infections au VIH ne baissent pas assez rapidement pour atteindre l'objectif d'une éradication d'ici à 2030. Les conclusions du dernier rapport publié par ONU-SIDA il y a quelques jours ont valeur d'avertissement sévère. Le sida reste une pandémie. Au début, nous avions l'impression que les personnes vivant avec le VIH ne seraient pas affectées différemment par le Covid-19. Et cela s'est avéré faux. Elles courent un risque plus élevé de maladies graves et de décès liés au coronavirus que les personnes qui ne vivent pas avec le VIH. La tendance pourrait s'inverser, estime cependant l'ONU-SIDA, en s'attaquant déjà aux inégalités, sans oublier la pauvreté et le manque de scolarisation, qui sont autant de redoutables obstacles aux services de santé. Les inégalités sont à la base de beaucoup de maux, notamment pour la lutte contre le VIH-SIDA. Si les droits humains ne sont pas respectés, s'il y a la discrimination et la stigmatisation, s'il y a des laissés à côté et des laissés pour compte, tout ça contribue à la prolifération du VIH-Sida. L'ONU-SIDA chiffre à 7,7 millions le nombre de décès qui pourraient être liés au sida entre 2021 et 2030 si la couverture des services de prévention et des traitements restait au niveau de 2019. Les États-Unis ont retiré les FARC de leur liste noire des organisations terroristes étrangères. Cela permet aux responsables américains de travailler avec les ex-rebelles des forces armées révolutionnaires de Colombie qui se sont engagés dans la vie politique. Cette décision intervient quelques jours après que les rebelles marxistes et le gouvernement colombien ont célébré le 5e anniversaire d'un accord de paix qui a mis fin à 6 décennies de violence en Colombie. Au Honduras, la candidate de gauche, Xiomara Castro, semble avoir remporté l'élection présidentielle de dimanche, bien qu'un peu plus de la moitié seulement des votes aient été comptabilisés. Son rival de droite, Nasri Asfura, du Parti national au pouvoir, a déclaré qu'il avait personnellement félicité la candidate de gauche. La victoire de Xiomara Castro apaise les craintes d'un nouveau vote contesté et de manifestations violentes dans le pays. Aux États-Unis, l'épouse du narcotrafiquant mexicain El Chapo a été condamnée à 3 ans de prison et à 4 ans de liberté surveillée. Sous les verrous depuis maintenant 9 mois, Emma Coronel Espuro devrait être sortie dans 18 mois. Elle ne fait pas appel. Elle doit aussi payer $1,5 million de dédommagement à l'État fédéral. El Chapo, lui, purge actuellement une peine de prison à perpétuité sous haute sécurité au Colorado. Les autorités cubaines ont ouvert un musée dédié au leader révolutionnaire Fidel Castro pour marquer le 5e anniversaire de sa mort. Situé au cœur de la Havane, le centre Fidel Castro est destiné à préserver et diffuser la pensée du leader Massimo. L'investissement est élevé mais tenu secret. Le centre dispose de 9 salles d'exposition équipées d'écrans géants et de tables tactiles permettant aux visiteurs d'effectuer des parcours virtuels à travers sa vie et son œuvre. Il n'est pas question de culte de la personnalité, ce qui aurait été contraire au désir de Fidel Castro. Le centre ne rend pas un culte de la personnalité, il s'agit de faire connaître sa vie, sa pensée, son travail. Ce n'est pas un centre d'endoctrinement, c'est un centre pour donner des informations, enseigner, former et créer des valeurs chez les gens.
Ce centre a été inauguré jeudi dernier en présence du président Miguel Díaz-Canel, de son homologue vénézuélien Nicolás Maduro et du général Raúl Castro, frère de Fidel, dans le cadre des commémorations du 5e anniversaire de la mort du révolutionnaire cubain.